Annyeonghaseyo, hello! Est-ce que vous avez déjà regardé cette série? Et vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de cette fameuse série où vous vous retrouvez un peu coincé entre j'ai envie de connaître la suite et si je regarde un épisode de plus, c'est un épisode de plus vers la fin et si je finis la série, c'est la fin des haricots, je saurai plus quoi regarder après. Cette série. Et ben pour moi, cette série, c'est The Spiral, ou autrement appelé le The Kaleidoscope of Death. De quoi parle la série? Alors, la série, elle suit le personnage de Ling Jushi, qui est un jeune développeur de jeux vidéo et qui s'est plus ou moins fait virer de son travail, comme ça nous arrive à tous, et on sait à quel point c'est difficile de retrouver du travail. Sauf que le jour où il se fait virer, il reçoit un jeu dans sa boîte aux lettres qui est en bêta testing et qui s'appelle The Spiral. Il décide d'aller jouer dans le cybercafé du coin et il perd des niveaux 1. Donc le frérot code des jeux, mais c'est une sous-merde en jeu vidéo. Et en rentrant de ce fameux cybercafé, il se fait percuter par une voiture parce que la vie, c'est de la mouise. Et il aperçoit une porte qui apparaît en plein milieu de la route et qui le transporte dans l'univers du jeu qu'il vient de tester, et plus précisément dans le niveau dans lequel il vient de perdre. Voilà. J'imagine même pas la tête que je ferais si j'étais transportée dans un jeu vidéo, dans le niveau exact dans lequel j'avais perdu. En même temps, je joue pas souvent aux jeux vidéo et je ne pense pas qu'Animal Crossing soit extrêmement violent. Ça, j'ai de la chance. Sauf que, assez rapidement, il va se rendre compte que, en fait, si tu meurs dans le jeu, tu meurs aussi dans la vraie vie. Ce qui peut commencer à devenir un problème. Parce que personne n'a vraiment envie de mourir. Mais heureusement pour lui, il va assez rapidement faire la rencontre d'un autre joueur beaucoup plus expérimenté qui s'appelle Wang Manchu et qui va le guider à travers le jeu. Et ensemble, ils vont essayer de purifier du coup le jeu vidéo en traversant les 12 portes, qui sont un peu les 12 niveaux du jeu, pour gagner le jeu et retourner à leur vie réelle. Alors, c'est un drama chinois de 78 épisodes. Alors, je sais ce que vous vous dites, 78 épisodes, c'est énorme! Mais en même temps, tous les épisodes font 20 minutes. Donc, si tu divises et que tu reprends par rapport aux autres dramas chinois de 40 épisodes, ça te donne un drama chinois d'environ 38 épisodes, de 45-50 minutes. Donc, au final, il fait à peu près la même taille que tous les autres dramas chinois. Donc le drama est sorti en 2024 pendant très exactement 48 heures avant de se faire retirer de toutes les plateformes de streaming parce que la censure chinoise, parce que oui, ce drama est ce qu'on appelle une bromance. Et même s'ils ont fait de leur mieux pour retirer tous les éléments un peu romantiques, c'était pas assez. Et honnêtement, quand tu regardes la série, je confirme, c'était clairement pas assez. Vous avez essayé de retirer les éléments romantiques, mais vous n'avez pas beaucoup essayé non plus. Mais heureusement, les internautes ayant appris de séries précédentes, les épisodes avaient déjà été téléchargés, ils sont ressortis très vite sur les plateformes de streaming illégales et par la suite sont ressortis sur les plateformes de streaming légales. Et la série est encore actuellement sur toutes les plateformes de streaming, mais malheureusement ça a beaucoup joué sur la popularité de la série et comme c'est une bromance, la Chine n'a pas trop autorisé de promotion en Chine et ils font pas vraiment de promotion à l'étranger. Donc malheureusement, on n'a jamais vraiment eu de promotion pour la série, donc elle est assez vite passée aux oubliettes. Ce qui est très triste,
parce que c'est une très bonne série. Si vous aimez les séries qui mélangent un peu l'action, l'horreur et surtout tout l'aspect un peu psychologique, vous allez juste adorer cette série. Personnellement, ce que je préfère dans les séries, souvent, c'est le cliché de la found family, qui est un peu ce fameux cliché où vous prenez plein de gens qui ne se connaissent pas, vous les mettez dans des situations assez périlleuses ensemble, et à force de traverser toutes ces situations, ils finissent par devenir une sorte de famille. Et The Spy c'est exactement ça. C'est que des gens qui viennent de milieux totalement différents, qui sont du coup forcés de jouer à ce jeu mortel finalement, et qui finissent du coup par devenir une grande famille. Et moi juste j'adore parce que du coup chacun a son petit rôle dans la famille et il y a des situations assez cocasses du coup. Ce qui fait plutôt du bien au moral quand tu regardes une série basée sur l'horreur et tout ce qui est les retournements psychologiques, d'avoir des petits moments un peu drôles. Parce que sinon tu ressors de la série avec un ticket pour le psychologue le plus proche. Et aussi, j'avoue que suite à la sortie de la série, du coup, en 2024, j'ai essayé de suivre les carrières individuelles des acteurs de la série. Donc, pour être exact, pour l'instant, je n'ai suivi que 3 sur les au moins 4 acteurs que je voulais suivre. Tout simplement parce que pour le dernier, en fait, il a juste plus joué dans rien en dehors de pubs ou de petits breaks commerciaux. On l'a plus trop vu dans des séries, contrairement aux 3 autres. Donc, d'ailleurs, il y en a 2 qui jouent principalement des rôles principaux dans des dramas, dans des mini-dramas. Et par mini-dramas, j'entends des dramas chinois de 20 minutes, de 25 épisodes, de 20 minutes. Et il y en a un qui joue dans des plutôt grosses productions chinoises, mais qui a que des seconds rôles. En même temps, en dehors de ça, il est idol, donc je peux comprendre qu'il a juste peut-être pas le temps, finalement, de jouer dans des séries. Parce que oui, un peu comme en Corée, il y a beaucoup d'acteurs chinois que vous connaissez qui sont aussi dans des groupes. C'est juste qu'on en parle beaucoup moins. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, mais ce sera pas pour tout de suite. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en regardant la série? Alors, attention aux âmes sensibles, honnêtement. Parce que, un peu à l'image du drama coréen Tomorrow, la série va donc nous plonger dans 12 univers différents, puisque chaque porte a son propre univers, et le seul vrai fil rouge de la série, c'était le fait qu'ils doivent traverser ces portes pour terminer le jeu. Et donc à la fin de chacune de ces portes, ils reviennent dans la vraie vie pendant un certain laps de temps avant d'être de nouveau envoyés dans une nouvelle porte. Et aussi, vous attendez pas à ce que ils traversent les portes de manière linéaire. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé la série, je me suis dit, ok, ça va être de la porte 1 à 12, ça va aller vite, on va suivre rapidement. Pas du tout. Hein. Ils font 1, 3, 2, 6. Même les Star Wars, c'est mieux rangé. Et il y a des portes qui passent plusieurs fois aussi. Sauf que ça change d'univers. En fait, c'est très bizarre. Il y a une porte, je crois que c'est la porte numéro 5, qui passe 2 fois. Et ça raconte 2 histoires différentes. Donc en fait, c'est pas parce qu'ils ont déjà passé une porte qu'ils peuvent la repasser avec le même scénario. Je joue pas souvent aux jeux vidéo, mais je pense que si ce jeu vidéo existait, ça frustrerait un nombre de personnes. Mais du coup, pour expliquer le concept un peu de la série rapidement, quand tu passes une journée dans une porte, ça équivaut à 15 minutes dans le monde réel. Si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Le seul moyen de sortir d'une porte, c'est de trouver la clé qui permet d'ouvrir la porte et donc de sortir du niveau. Et ces clés-là, en général, sont gardées ou en tout cas portées par ce qu'on appelle les gardiens des portes. Donc chaque porte a un peu son gardien, c'est un peu le boss final. Et dans chaque porte, tu as des règles à respecter. Si tu les respectes pas, tu meurs. Sauf que, évidemment, pour que ce soit fun, on ne te donne pas les règles à l'avance. Donc tu rentres dans le jeu et tu dois te débrouiller pour deviner quelles sont les règles à respecter. Et si tu les respectes pas, tu meurs. Comme je l'ai dit, le jeu adore jouer avec nos nerfs, surtout avec nos cerveaux.
Donc du coup, tu passes ta vie à stresser parce que tu ne sais pas si le moindre mouvement que tu fais peut potentiellement causer ta perte. Alors, je vais pas parler des 12 portes, sachez que j'en suis capable, mais ça ferait une vidéo de 14 heures, parce que je pense que passer au moins 1h15 sur chaque porte, c'est important. Mais je vais quand même parler du concept et de la série de manière globale pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce que j'adore cette série. Honnêtement, ce que j'ai préféré dans la série, c'est son écriture. Alors, ça va surprendre, pas du tout. Si vous avez déjà regardé mes précédentes vidéos, vous savez que j'attache beaucoup plus d'importance à l'écriture d'une série qu'à la beauté des acteurs. Hein, on se rappelle, des abdos, ça ne fait pas un bon scénario. C'est bien, il y en a qui ont suivi. Et cette série est vraiment, vraiment, vraiment bien écrite. Alors après, elle a plus ou moins pas trop de mérite vu qu'elle est effectivement basée sur une saga littéraire. Bon, là, j'ai que les 4 premiers tomes parce que y en a que 4 qui sont traduits pour l'instant sur les 6. Mais au-delà d'être une série bien écrite, c'est surtout une bonne adaptation. Elle n'est pas parfaite parce que la Chine a beaucoup de choses à censurer, donc du coup il y a beaucoup de choses qui sont dans les livres que tu ne vas pas avoir dans la série. Et on peut partir du fait en premier lieu que c'est une bromance et non une romance, alors que les livres c'est une romance. Et forcément la Chine fait que. Mais notamment, pour revenir au niveau de l'écriture, il y a deux personnages, les deux personnages principaux qui sont extrêmement bien écrits, parce que, pour commencer par Ling Jushi, qui est donc le personnage principal, celui qu'on suit du début à la fin, on nous présente un peu ce personnage comme un loser, honnêtement. Il s'est fait virer, on lui donne un jeu vidéo en bêta-test et il est même pas fichu de passer le niveau 1. Même au début, quand il commence le jeu, il doit se faire sauver en permanence comme une princesse en détresse. Mais en même temps, plus le jeu avance et plus on le voit évoluer, et même quasiment dès la première porte, on nous tease plus ou moins qu'il est beaucoup plus intelligent que ce qu'il ne laisse paraître et qu'il a un lien particulier avec le jeu. Je vais pas révéler le secret final parce que je vous laisse regarder la série. Mais on nous tease un peu dès le début qu'il a un certain lien avec le jeu et qu'il est peut-être plus important qu'il n'y paraît. Et je dois avouer que le personnage le plus intéressant et le mieux écrit de la série, ça reste Huang Nanshu, qui est du coup le fameux joueur expérimenté qu'on va rencontrer dans le jeu directement. Et c'est un peu pareil dans son cas, c'est-à-dire qu'on nous le présente comme un joueur expérimenté qui a même créé sa propre agence. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu, on nous présente également plusieurs agences qui sont en fait des coalitions de joueurs expérimentés qui font payer leurs services pour accompagner des jeunes joueurs à travers les premières portes. Donc en général, c'est de la première à la 6e porte. Pour leur permettre de survivre, tout simplement parce qu'ils sont déjà passés à travers ces portes-là et qu'ils connaissent le fonctionnement du jeu. Et donc du coup, être accompagné d'un joueur plus expérimenté, ça augmente tes chances de survie. Et donc, Huang Nanshu, c'est le patron d'une de ces agences qui s'appelle Obsidian. Et pareil, on nous laisse plus ou moins voir à travers sa manière d'être et sa manière de gagner que il y a plus sous la surface. Donc voilà, donc les deux personnages principaux sont des personnages qui sont présentés d'une certaine manière et qui en fait sont assez mystérieux au final. Et la révélation finale, j'ai mis à peu près 6 jours à m'en remettre. Et encore aujourd'hui, je me pose des questions sur mon type d'homme du coup, à cause de cette série. D'ailleurs, je voulais faire un petit shout-out un peu spécial à l'équipe coiffure de la série, parce que regardez juste la différence de coiffure entre l'épisode 1 et l'épisode 78. On dirait qu'ils ont pris 5 ans, alors que ça a été tourné la même année. Ça a même été tourné je crois, la série a été tournée en genre 8 ou 9 mois. Et juste avec la coiffure, on a l'impression qu'ils ont pris 5 ans dans la tronche. Pour faire un rapide petit point, cette série m'a tellement marqué que j'ai mis super longtemps à la terminer.
C'est ça qui est triste, c'est que je la regardais religieusement tous les jours, et quand les 10 derniers épisodes sont arrivés, je me suis dit non, il faut que je fasse une pause, si je finis la série, ma vie est finie. Oui, j'étais un peu comme ça. Et du coup, c'est une des premières et une des seules séries chinoises pour laquelle j'ai commandé le merch. Voilà, j'en ai trop. Je sais honnêtement pas pourquoi j'en ai commandé autant. Et ça, c'est qu'une petite partie. Je peux pas tout vous montrer, mais j'ai une bibliothèque remplie et j'ai une case avec uniquement cette saga-là. Mais c'est surtout une des seules séries pour laquelle j'ai créé du merch. Voilà. J'en ai parlé sur Instagram rapidement, mais du coup, une de mes amies m'a emmené faire un atelier céramique et j'ai trouvé cette petite tasse toute mignonne. Et j'ai décidé de la faire aux couleurs de The Spy Realm. Donc, il y a les chiffres romains de 1 à 12 pour les portes, évidemment. Et peut-être qu'un jour, vous me verrez faire des vidéos avec cette tasse, et peut-être qu'un jour, il y aura du liquide dans les tasses que j'utilise dans mes vidéos. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, hein, parce que je me fais absolument pas confiance avec du liquide. Voilà, hein, il y a une raison pour laquelle j'ai Namjoon en Bias. Hein. Mais alors, quand on a à ce point aimé une série, qu'est-ce qu'on fait? Et si tu m'as dit derrière ton écran qu'il fallait que j'aille regarder les pages 3, et ben écoute, tiens, je vais t'offrir ce badge qui est le badge d'honneur des personnes flinguées du cerveau comme nous. Et sache que aussi, j'ai déjà poncé les 9 pages de fanfiction qu'il y a sur cette saga et sur cette série, et une grande majorité de ces fanfictions sont en chinois. Donc toutes les autres que j'ai pu lire, en tout cas, je les ai déjà lues. Et il y en a pas beaucoup qui sont terminés. Donc du coup, voilà, je compte un peu sur vous. Si vous regardez cette vidéo, que vous regardez la série, je compte sur vous pour écrire des fanfics. Sachez que je serai votre première lectrice. Donc plus sérieusement, comme je l'ai dit du coup au début de la vidéo, la série est dérivée du coup d'une saga littéraire de 6 tomes. Voilà, donc là j'ai tome 1 à 4. En anglais, parce que pour l'instant ça n'a pas été traduit en français. Et là je regarde les éditeurs français. Si vous devez acheter une licence, je vous en supplie, achetez celle-là. Mais surtout, je voulais faire un aparté dessus. Je vais pas forcément rentrer dans une comparaison entre la série et les livres, parce que sinon, bah pareil, c'est une autre vidéo d'encore 4 heures que je ferai peut-être un jour, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais bon, la plupart des changements sont à attribuer à la censure chinoise, donc du coup, ce serait une vidéo qui tournerait un peu en rond. Mais moi, ce qui m'a toujours fasciné, c'est le changement de titre. Parce que du coup, effectivement, dans la série, eh ben, on n'a jamais aucune image ou aucune mention de kaléidoscope. Alors que pourtant, la saga de livres s'appelle donc les kaléidoscopes mortels. C'est un peu comme si demain on vous invitait au cinéma pour aller voir un film qui s'appelle Titanic et que pendant 1h50 vous suivez le Carpathia. Et ensuite on arrive aux 10 dernières minutes du film où il arrive en pleine nuit sur le lieu du naufrage et que tout ce que vous voyez du Titanic c'est la pauvre petite cheminée qui est en train de couler dans l'eau. C'est pourquoi est-ce qu'on a changé le nom? Pourquoi est-ce qu'on a pris le nom du jeu et pas le nom du livre? Du coup, comme j'ai dit, je pourrais faire honnêtement une vidéo entière sur tous les changements qu'il y a eu entre le livre et la série, mais j'ai décidé de me focaliser sur les 3 points qui me paraissaient le plus importants et vous donner un peu mon avis de est-ce que c'était une bonne idée de les changer ou pas. Le point numéro 1, c'est le personnage du coup de Huan Nanshu, qui est ce personnage. Sachant que dans le livre, c'est un personnage qui est assez diva-esque, qui est assez cru dans ses paroles, et surtout qui a 4 grandes personnalités. Donc il a Huan Nanshu, qui est sa personnalité principale, c'est qui il est. On a Huan Baiji, qui est une des personnalités qu'il utilise pour faire du cross-dressing, parce que ce qu'on établit dans les livres, et qui est un peu moins dans la série du coup, c'est que si par exemple il s'habille en femme avant de rentrer dans la porte, et ben il va devenir une véritable femme dans la porte. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, ok, c'est une série chinoise. J'ai pas écrit le livre, c'est pas moi qui ai défini les règles. Et il a une autre personnalité féminine de cross-dressing qui s'appelle Zumang. Et il a une 4e personnalité dont je peux pas parler parce que c'est littéralement le plus gros spoiler de la saga.
Donc je vous laisserai découvrir ça dans la série ou dans les livres si vous décidez d'en commencer un des deux. Mais du coup, dans la série, on a également les 4 personnalités, sauf une qui est très brièvement mentionnée. Donc on a Ron Nanju qui est son personnage principal, et on a Zumang qui est assez souvent montré, et qui est un peu le nom qu'il utilise, l'alias qu'il va utiliser dans le jeu pour jouer. Mais du coup, c'est pas un personnage féminin, c'est un personnage masculin, c'est juste que dans la vraie vie, il prend son nom de Ron Nanju, et dans le jeu, il se fait appeler Zumang. On parle de Huan Baiji, qui est un personnage qui est extrêmement important dans les livres et qui est réduit à une vaste blague dans la série. Ah. Et du coup, sa dernière personnalité est aussi dans la série, mais elle est extrêmement minimisée, encore une fois. Ce qui est un peu dommage, mais pour le coup, c'est pas un changement qui m'a dérangé parce que du coup, la série ne suit pas exactement le même cheminement que le livre. Il y a beaucoup de choses qui sont enlevées ou passées sous silence, et donc du coup, changer ce personnage à ce point est beaucoup moins dérangeant. Le seul truc qui manque un peu, c'est que même si dans la série, on garde un peu cette idée de personnage qui est très diva, très princesse par moment, et totalement loyal, protecteur et assez violent à d'autres moments, il est beaucoup moins cru. Voilà, le nombre de fois où j'ai dû poser le livre parce qu'il faisait encore une énième vanne en référence à son engin. C'est un personnage extrêmement sexuel dans les bouquins et c'est pas du tout mentionné dans la série. Encore une fois, c'est lié à la censure chinoise, on peut pas avoir un personnage qui fait des blagues de fesses toutes les 10 minutes, même si ce serait hilarant. Et je suis sûre qu'en plus, avec les caractères chinois, ils pourraient trouver un moyen de faire passer certaines vannes. Mais du coup, effectivement, ce serait un peu compliqué à justifier, donc ils l'ont enlevé de la série. Ça n'empêche pas du tout le fait que ce soit mon personnage préféré, que ce soit dans la série ou dans les livres. Donc voilà, pour le coup, c'est un changement que je peux accepter. Le deuxième changement, c'est du coup, comme j'en ai parlé, les kaléidoscopes. Et là, pour le coup, c'est un changement qui me divise toujours un peu parce que je suis toujours entre l'idée de c'est quand même stupide qu'ils aient enlevé le point principal des romans et, encore une fois, la série et les livres suivent pas totalement le même chemin, et donc si jamais ils avaient suivi ce point-là dans la série, ça aurait juste rendu la série extrêmement confuse et compliquée à comprendre pour les spectateurs. Pour vous aider à comprendre un peu, dans les livres, les kaléidoscopes sont des éléments cachés dans chaque niveau. En fait, dans chaque porte, Ling Jushi va tomber sur un kaléidoscope qui est généralement caché. Et en fait, pour expliquer un peu, dans tous les niveaux, il y a un moment donné où il va ouvrir une porte et il va atterrir dans un dortoir. Et au milieu de ce dortoir, il y a une table avec un kaléidoscope posé dessus. Et quand Ling Jushi le touche, il récupère des souvenirs qui commencent un peu à flouter la limite, on va dire, entre le jeu virtuel et la réalité. Et jusqu'au point culminant qui est la fin de la série, où du coup on a toutes les révélations et on comprend pourquoi est-ce que ces kaléidoscopes sont nécessaires. Mais du coup, encore une fois, s'ils avaient mis ça dans la série, ça aurait juste été extrêmement confus pour les spectateurs. Et je pense que ça aurait pu dégoûter beaucoup de gens de regarder la série, parce qu'en fait, t'aurais pas pu comprendre la série sans avoir lu les livres. Donc on a une scène dans la série où, je crois que c'est dans l'avant-dernière porte, il tombe justement dans cette fameuse salle dortoir et il y a un kaléidoscope au milieu de la table, mais c'est plus traité comme une sorte de fangirl moment pour les gens qui avaient lu le livre, parce que ça apporte rien dans la série. Et honnêtement, j'ai lu les livres après avoir vu la série, donc quand j'ai vu cette scène dans la série, je me suis juste dit, ok, cool, il a trouvé un easter egg. Enfin, le dernier point que je voulais aborder, qui est la plus grosse différence et celle qui me frustre toujours autant, c'est la fin. Alors, je vais pas rentrer dans les spoilers, mais sachez juste que dans les livres, la fin est une happy end, où du coup, les deux personnages se retrouvent après de multiples péripéties
et des moments extrêmement déchirants et beaucoup de séparation et de... Voilà, il y a enfin, les livres comme la série hein, vont vous faire pleurer, il faut vraiment prévoir les mouchoirs, mais au bout de tout ça, ils finissent par se retrouver dans la vraie vie, tous les deux, au bout d'1 an de séparation, ils se retrouvent tous les deux ensemble et ils décident de vieillir ensemble. Encore une fois, les livres sont plus axés sur le côté romance. Alors, encore une fois, c'est très peu teasé. Enfin, je veux dire, la romance entre les deux personnages est assez peu montrée. C'est vraiment pas du tout là-dessus que ça se concentre. Si vous voulez lire la saga et que vous attendez à une grande romance, vous allez être déçus. C'est un élément tertiaire de la saga. Mais du coup, les deux personnages, voilà, au bout d'1 an de séparation, ils se retrouvent ensemble dans la vraie vie et ils décident de vieillir ensemble. Et étant donné que la série joue beaucoup avec nos émotions et nos cerveaux, c'est une fin qui fait du bien. Dans la série, merci la censure chinoise, on a le droit à une open end où les deux personnages se retrouvent dans le jeu, donc dans la réalité virtuelle, au bout de 50 ans. 50 ans. Ils sont littéralement séparés pendant 50 ans. Et donc pendant 50 ans, on a un des personnages qui passe du coup 50 années à recréer le jeu pour retrouver l'autre personnage et pouvoir être réunis dans le jeu. Et donc du coup, la fin, c'est un peu traité comme une sorte de... youpi, c'est une happy end, ils se retrouvent dans le jeu et on a le droit à un handshake final. Et je suis désolée, mais j'accepterai pas cette fin. Je préfère me dire que la série se termine comme dans le livre où ils finissent ensemble dans la vraie vie et tout est bien qui finit bien quoi et pas cette espèce d'open end dégueu liée à la censure chinoise parce qu'évidemment deux personnes homosexuelles ne peuvent pas avoir une fin heureuse. Si vous êtes comme moi et que vous consommez régulièrement des bromances chinoises, vous remarquerez qu'ils ont généralement rarement une bonne fin. Soit c'est une fin triste, soit c'est une fin ouverte, mais vous n'aurez jamais un happy end pour un couple gay. Sur ce, je vais aller re-regarder la série pour la 50e fois en 2 ans parce que j'ai que ça à faire finalement. Le reste, c'est superflu. Et je vais également relire le tome 4 parce que je l'ai reçu il y a pas si longtemps et il faut bien que je patiente jusqu'à l'arrivée du tome 5, donc je vais relire le tome 4 jusqu'à l'arrivée du tome 5. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube pour qu'on puisse justement continuer à discuter K-drama, C-drama et K-pop. Si vous décidez de commencer la série, que ce soit la série de livres ou la série, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute, ou même si ça vous intéresserait potentiellement que je lance un binge-watch commun où on regarde tous la série ensemble, et dans ce cas-là, je vous propose un petit emploi du temps pour quand regarder quel épisode, et qu'on puisse ensuite faire un débrief épisode par épisode. N'hésitez pas à me le faire savoir, je serais vraiment ravie d'organiser ça, parce que c'est une série que j'adore, et j'adorerais la faire connaître à plus de gens. Donc venez me suivre sur les réseaux, venez, on en discute. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo un petit peu spéciale, je vous en dirai plus très bientôt. Et j'espère que vous allez passer une super semaine ou un super week-end si vous regardez ça en week-end. Bye bye!